Bonjour de nouveau tout le monde. Merci de rester. On a un excellent panel pour vous maintenant. For Anglophones in the room, this is going to be in both languages, but a lot of French. So je vous invite. I invite you to go and get headsets if you don't already have them. Okay. Donc, ce panel représente notre opportunité de partager avec vous les résultats à date du travail de nos 5 groupes de travail à l'intérieur du CQPI. Donc, le travail du collectif va être discuté maintenant. Nous avons des coprésidents de chacun des 5 sous-groupes. Je vais les présenter un après l'autre et on va pourquoi pas faire ça exactement de cette façon. Je sais pas, c'était un petit peu pas planifié de faire ça de cette façon, mais ça vous va que Eric commence, Pearl, vous allez terminer le tout, puis voilà. Vendu. OK. Donc, vous connaissez déjà Eric, il vous a déjà adressé la parole, mais pour être très certain que vous sachiez ses crédentiels. Éric Latimer, PhD, est chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill. Économiste, oui, il est un économiste. Hein, souvent, ça surprend des gens. De la santé, ses travaux ont porté sur les pratiques fondées sur les données probantes pour les personnes ayant des troubles de santé mentale ainsi que pour des personnes en situation d'itinérance. Il était aussi le chercheur principal pour l'étude en 2015 mais le projet Cessoir à l'époque, n'est-ce pas? Oui, site Montréal. Donc, Éric Latimer. Cécile. Cécile, si vous n'êtes pas Jill, attends, c'est où ma feuille? Mais vous connaissez déjà Cécile. Est-ce que je dois vraiment dire quelque chose de plus là? Hein? Franchement, un de nos vedettes dans le secteur de l'itinérance à Montréal, peut-être le leader, point, en termes d'itinérance jeunesse. Thank you, de tout ton travail. Oui, ben oui, non, je sais. Art Campbell, qui est le coprésident de notre groupe de travail sur les services correctionnels. Art est le directeur régional secteur réintégration et inclusion sociale au YMCA du Québec. Il dirige une équipe de 60 intervenants de première ligne, de médiateurs et de gestionnaires, offrant du soutien dans la reprise en main des personnes judiciarisées en situation d'itinérance ou à risque de l'être, avec 3 points de service sur l'île de Montréal. Donc, Art, merci beaucoup de ton leadership aussi et merci d'être sur le panel. Bon, maintenant Jill. Il y a une version anglaise puis française. Bon, je me mêle un petit peu. Bon. Jill, une professeure titulaire à l'École de travail social de McGill, où elle donne des cours sur les services sociaux publics, la migration et le développement communautaire. Elle a étudié l'accès au logement pour les migrants à statut précaire, y compris les demandeurs d'asile, les travailleurs migrants et les sans-papiers. Elle est actuellement directrice scientifique de l'Institut universitaire Sherpa, mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour mener des recherches appliquées sur l'accès à la santé des immigrants et des minorités ethno-raciales. Donc, ça ne vous surprendrait pas qu'elle est la coprésidente de notre sous-groupe sur l'immigration et les réfugiés. Et dernièrement, and last and certainly not least, Pearl Eliadis. Pearl est une avocate, une pédagogue, une autrice primée, praticienne chevronnée, comptant plus de 3 décennies d'expérience dans le domaine des droits de la personne. Pearl est également professeur, je change de page, professeur agrégé, peut-être les deux, hein? À l'Université McGill, elle a travaillé avec les Nations Unies et d'autres organisations multilatérales dans une douzaine de pays, de même qu'avec plusieurs commissions et tribunaux des droits de la personne au Canada. Ses récentes activités comme chercheuse et praticienne concernant notamment la mise en œuvre du droit à un logement adéquat au Canada
et une initiative visant à développer un cadre de surveillance pour le Bureau du défenseur fédéral du logement. Et voilà, Pearl est coprésident du volet de recherche sur le genre du collectif québécois pour la prévention de l'itinérance. Mesdames, Messieurs, votre panel. OK. Donc, on va faire ça un après l'autre. Je vais simplement demander à chacun des panélistes de nous dire, vous avez fait quoi pendant les derniers 18 mois à l'intérieur de vos travaux du sous-groupe et vos conclusions à date sont lesquelles? Ça va? C'est un petit peu une sommaire de vos travaux du sous-groupe. Et Dr. Latimer, on va commencer avec toi. Ça va? Oui? D'accord. J'avais compris que la question allait être autre que celle-là. Mais en bref, la question, je vais commencer par dire une autre chose. Okay? Si on fait une chose au niveau de la prévention de l'itinérance en santé mentale, je dirais que c'est identifier les personnes quand elles sortent de départements de psychiatrie et n'ont pas d'endroit où aller habiter. Et c'est d'utiliser l'approche logement d'abord, en général, pour les aider à trouver un appartement qu'elles peuvent se payer grâce à un supplément au loyer et recevoir l'accompagnement dont elles ont besoin. Mais en fait, notre groupe n'a pas travaillé sur cet enjeu-là. On s'est posé la question, quelles sont des populations qui tendent à tomber en santé mentale ou connexes à la santé mentale, qui tendent à tomber entre les mailles du filet. Et est-ce qu'on pourrait, pour prévenir l'itinérance, s'assurer qu'elles ont un accompagnement et un encadrement suffisant pour qu'elles ne deviennent pas itinérantes? Et on a identifié 3 populations spécifiques sur lesquelles on a travaillé. Une, c'est les personnes qui ont un trouble de personnalité limite sans autre diagnostic tel que la schizophrénie ou les troubles bipolaires qui feraient qu'elles seraient normalement prises en charge par des équipes de suivi intensif. Donc, comment s'assurer que les personnes qui ont un trouble de personnalité limite simple ne deviennent pas itinérantes. Deuxièmement, il y a les personnes qui ont des troubles d'accumulation compulsive qui risquent et c'est quelque chose qui est assez prévalent, qui risquent de se faire évincer de leur appartement à cause du problème d'accumulation. Et troisièmement, et là on ne sait pas exactement la santé mentale, mais c'est connexe, c'est les traumatismes cérébro-crâniens. Alors, on a fait des revues de la littérature pour chacune de ces 3 populations-là pour voir est-ce que des équipes de suivi intensif ou de soutien d'intensité variable qui existent déjà pourraient simplement élargir leur mandat pour inclure ces 3 groupes-là, chacun de ces 3 groupes-là. Si je prends les troubles personnalité limite, ce n'est pas évident parce que si vous connaissez un peu comment les troubles personnalité limite se manifestent, ce sont des personnes qui tendent à générer des clivages au sein d'équipes. Donc, ça ne fonctionne pas très bien avec des équipes de suivi intensif, mais une équipe plus de soutien d'intensité variable où il y a un gestionnaire de cas principal avec un backup, nous croyons, on n'a pas vraiment le choix. Il faut faire quelque chose comme ça, même si ils ont besoin d'un accompagnement. Donc, ça ne peut être que quelque chose comme ça. Il y a un certain nombre de thérapies spécifiques comme Dialectical Behavior Therapy qui peuvent être employées avec cette population-là. Un des membres de notre groupe qui est psychiatre, Dr. Olivier Farmer, pense que la proportion de ces personnes qui seraient susceptibles de vouloir utiliser des thérapies telles que Dialectical Behavior Therapy est faible. Alors, ce n'est pas évident en ce qui concerne ce groupe-là de leur donner accès à ces thérapies. Mais au moins, un certain accompagnement pour qu'elles puissent accéder au logement et y demeurer semble
nécessaires. Donc, essentiellement, il faut que ce soit comme des équipes SRA, comme ce qu'on a déjà. En ce qui concerne les troubles d'accumulation compulsive, en fait, le projet nous a donné l'occasion de prendre contact avec la coalition d'action pour les troubles d'accumulation compulsive, et nous avons Anne-Julie Roy ici, qui est la co-présidente, je crois, du CATAC. En bref, la conclusion semble être que même si souvent les intervenants vont faire appel aux équipes SIV pour pour essayer de prévenir l'itinérance chez les personnes qui ont des troubles d'accumulation compulsive, ce qu'on constate, c'est que les équipes SIV, généralement, ne sont pas suffisamment outillées pour pouvoir intervenir efficacement. Donc, ce qu'on voit émerger à différents endroits, à Diogène, il y a Sentinelle, il y a une équipe clé en main à Québec, également un programme spécifique pour cette population-là. Il y a un programme à Trois-Rivières aussi. Donc, ce qu'on voit émerger, c'est des équipes spécialisées pour s'occuper de cette population-là, mais il reste à définir, bon, qu'est-ce qui est optimal, en fait. Et donc, c'est un peu là qu'on est rendu. Mais c'est clair qu'il faut une équipe qui peut intégrer des expertises de différents domaines, y compris, par exemple, les services policiers, les pompiers, etc., à cause des problèmes liés à l'insalubrité. Et finalement, en ce qui concerne les TCC, ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là sont généralement traitées par des gestionnaires de cas qui sont attachés aux services qui s'occupent de ces populations-là. En fait, je ne crois pas qu'on a vraiment résolu cette question-là. C'est encore en discussion. Alors, je vais m'arrêter là. Ben nous non plus, on n'a pas de solution là. Pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on a fait, le groupe, rien, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment créé de groupe, parce qu'on avait déjà des groupes. Donc, on a ici d'ailleurs une dizaine de personnes présentes qui sont dans 2 initiatives. Un grand projet de recherche collaboratif qui inclut une trentaine de personnes, qui s'appelle le projet Prévention Itinérance Jeunesse. Donc, il y a Béatrice qui est là, il y a Mélodie qui est sur le comité, Souane est plus là. Donc ça, c'est un projet pour chercher un cadre de prévention de l'itinérance jeunesse au Québec. Donc ça a permis d'interroger des jeunes, des intervenants, et puis on va travailler dessus demain. Puis on a aussi la coalition Jeunes Plus, dont je vous ai parlé un peu ce matin, qui a été créée en 2018 par des jeunes, des organismes communautaires, des regroupements d'organismes communautaires et des chercheurs. Et depuis 2018, donc l'idée c'est de promouvoir la prévention de l'itinérance jeunesse. Donc on a un comité de jeunes, de 4 à 5 jeunes pour le moment, qui fait un certain nombre d'actions, de revendications, de présence, qui se réunit toutes les 2 semaines. Et on a un comité de pilotage qui se réunit tous les mois. Et on a un plan d'action. Plan d'action qui est axé donc la participation des jeunes, l'extension de la coalition, donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui peuvent vouloir faire des choses dans leur région et qui peuvent se rallier à la cause, ou des décideurs. On a un plan de communication, donc on fait de Facebook, on est en train de créer le site web, on va maintenant aller sur Instagram également, et puis on a un plan de suivi des travaux de recherche, donc il y a les travaux de recherche de Swan et du groupe Pige, mais il y a aussi des travaux de recherche qui vont commencer avec Christine, qui est ma co-présidente du groupe, auprès des jeunes femmes enceintes ou avec des enfants. Il y a les 40 travaux de recherche qui sont menés au Canada, sur lesquels on a un œil également. Donc ça, c'est le travail de la coalition dans l'ensemble.
par quoi on est guidé? On est guidé bien sûr par le bien-être des jeunes, j'en ai déjà parlé abondamment ce matin, par mettre les jeunes au centre, par les droits, par le fait qu'on veut une approche globale autour du jeune. J'avais envie de vous poser des questions, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais de comprendre le caractère distinct de l'itinérance jeunesse. Est-ce que vous savez pourquoi l'itinérance jeunesse est un peu différente? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans l'itinérance jeunesse? Allez-y. Mais en fait, c'est le jeune âge, hein, c'est le fait que ces jeunes sont en plein développement, qu'ils sont en pleine quête identitaire, qu'il y a tout le tourbillon de la jeunesse, de l'adolescence, de la séparation aussi avec le milieu familial d'un moment ou un autre, qui peut être très sain, qui peut être plus difficile. Donc c'est tout ça qu'on a à prendre en compte dans l'itinérance jeunesse. Donc on travaille dans cet axe-là. Et puis donc comme je l'ai dit ce matin aussi, on essaye de travailler le plus en amont possible pour que les facteurs soient réunis, pour que les jeunes deviennent, comme je le répète, Mélodie ce matin, des adultes, comment tu as dit, des adultes, promouvoir l'autonomie et l'épanouissement de jeunes citoyens responsables et engagés. Alors, de devenir un être humain complet, comme tu aimes bien dire. Donc, on travaille dans cette dynamique-là et on a des dizaines de pistes de travail. On a du mal. Alors, non, j'ai oublié l'élément, le cinquième élément principal, enfin qui est le cœur de notre action, c'est évidemment l'influence sur les politiques et les systèmes. Donc là, on fait des rendez-vous avec Marie-André, où on essaye avec aussi des élus, et on est présent sur le comité de suivi du rapport Laurent, dont vous avez peut-être entendu parler de cette semaine. On est présent à la table jeunesse de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On est présent sur les comités de suivi des mises en place des aires ouvertes. Donc on est présent pour apporter notre voix. Et est-ce que vous avez pensé à la prévention de l'itinérance jeunesse? Est-ce que vous avez pensé au bien-être des jeunes dans ces différentes instances? Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc notre groupe de travail, James y a mentionné qu'on travaille au niveau des corrections, mais actuellement, c'était l'ensemble du processus judiciaire. Parce que c'était ça, je dirais, à notre découverte, lorsqu'on avait initié notre groupe de travail, on pensait de travailler surtout au niveau de la sortie carcérale, de regarder qu'est-ce qui se passe en détention et comment se préparer à une sortie et l'accompagnement par la suite. Mais au fur et à mesure qu'on avançait la discussion, on réalisait qu'il y avait plusieurs points de bascule en amont que c'était essentiel d'adresser. Donc, notre petit groupe de quelques personnes a assez rapidement, en début du processus, a fait les bébés, a fait des champignons. Puis on s'est trouvé avec, je dirais, 12 personnes, 13 personnes core qui étaient là à toutes les rencontres pendant 2 ans de temps avec 3 personnes en appui. Puis d'ailleurs, j'en vois 5 ici que je vais nommer. Il y a Marie-Ève du MSP, Nicolas et Elisabeth du ministère de Justice, Karine du ministère de Sécurité publique aussi, puis Isabelle, ma collègue du secteur communautaire. Donc, on avait des représentants de la police, justice, sécurité publique, le milieu communautaire et mes 2 coprésidentes, les Dr. Anne Crocker et Laurence Roy, qui sont en Europe actuellement, donc pas ici aujourd'hui. Donc, en termes de processus, il y avait 3 grands piliers. Le premier, comme plusieurs, on a fait un reçu des écrits pour découvrir qu'il n'y avait pas grand-chose. En termes de meilleures pratiques au niveau mondial, qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes pratiques établies, outre que qu'est-ce que Peter Mackey a mentionné ce matin, le CTI, Critical Time Intervention, que d'ailleurs c'était Eric qui
qui était en charge de cette recension des écrits. Merci Eric, avec 2 étudiants. Puis ensuite, on avait notre groupe de travail, donc une douzaine de personnes des 4 sphères d'expertise que j'ai mentionnées. Et on a découvert assez rapidement, autant que nous étions experts, mais on ne se comprenait pas. On n'avait pas de langage en commun. Donc, nous avons fini par établir un processus qui se retrouve ici. Et si vous joignez à nous demain dans notre atelier, vous pourrez le voir en grand format. Et ça nous a pris un bon 12 mois pour s'entendre sur le processus du moment que quelqu'un est arrêté et tous les aspects présententiels, la sentence, et l'incarcération, ou pas seulement une incarcération dans la communauté, et ensuite la libération. Donc, c'était toute une gymnastique, mais c'était très, très fédérateur. Ça nous a donné un langage en commun. On était un jour dans une salle, mais pas si gros, pas si beau, ça c'est sûr, en TOY. C'est pas si beau que ça. Puis les murs étaient pleins du papier bouché avec notre processus. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a vraiment aidé à se comprendre, puis identifier des points de bascule et identifier nos gestes que inconsciemment qu'on faisait, qui avaient un impact parfois négatif ou positif en aval. Et le dernier élément que nous avons mis en place, ou je dirais la dernière validation, parce que de là a sorti nos recommandations, donc une douzaine sur 3 axes. Nous avons établi un comité d'experts de vécu. Donc, ces personnes, on a passé à travers le même processus. On ne les a pas biaisés avec nos recommandations. On leur a montré le processus, puis ils nous ont conté leur vie à l'intérieur de ce processus-là. Et ça nous a permis de voir nos angles morts. On a appris des nouvelles choses, puis ça a confirmé certaines de nos recommandations. Donc, ça, c'était les 3 grands aspects. Une récession des écrits, notre groupe de travail qui ont schématisé et qui ont identifié les points de bascule et nos 12 recommandations sur 3 axes. Rapidement, les axes, c'est accompagner les personnes pendant tout le processus judiciaire, augmenter les capacités et les connaissances du personnel impliqué dans l'ensemble des secteurs. Et le 3e, Isabelle, putting you on the spot. Voilà, merci beaucoup. OK, donc le dernier, c'était favoriser l'accès aux services et travailler en intersectoriel. Voilà. Oui, multisecteur. Donc, voilà notre processus. Salut, moi je travaillais sur les enjeux qui touchaient prévention de l'itinérance pour les personnes immigrantes. Et il faut dire que depuis le début de ce projet à aujourd'hui, je pense que ma vision de ce qui se passe en termes d'itinérance de personnes immigrantes a beaucoup changé. Je pense qu'il y a eu des changements dans la communauté. Et je vais expliquer un peu. On a commencé avec mon collègue Russell de la Calzada Kalugan qui est ici. On a fait une recension des écrits qui confirmait un peu ce que je pensais qui était là, qui parlait plutôt de l'enjeu de mal logement de personnes immigrantes, qu'à cause de pauvreté ou de revenus plus bas que le moyen, à cause de discrimination, il y avait une surreprésentation de personnes immigrantes parmi les gens qui habitaient dans des logements insalubres ou bien trop de personnes pour la grandeur du logement, qui avaient de difficultés à accéder à cause de manque d'historique de crédit et tout ça, mais qui disait, la littérature disait que quand même les personnes immigrantes sont sous-représentées parmi les gens qui sont itinérants comme tels.
quand même, ça existait, mais c'était plutôt rare. Mais entre-temps, il y a eu, ici à Montréal, l'augmentation de demandeurs d'asile qui sont arrivés. Et il y a eu la crise COVID et on a vu une augmentation de personnes, surtout les personnes à statut précaire, qui commençaient à se présenter plus souvent dans les refuges d'itinérance ici à Montréal. Alors, à travers les 2 dernières années, on a dû changer un peu notre vision de tout ça. Mais juste pour dire, ce changement n'est pas encore réfléchi dans la recherche. Je pense qu'on a beaucoup à faire pour comprendre ça. Et puis, j'entends aussi des fois que peut-être notre perception de leur augmentation est peut-être plus grande que la réalité de l'augmentation. J'aimerais mieux comprendre ça. Mais l'autre chose qu'on a fait, c'était un scan des politiques, des programmes qui sont supposés d'aider les gens à accéder au logement ou de garder leur logement, comme accès logis, supplément de loyer, logement social, les services pour aider les personnes à trouver des logements et tout ça, même les refuges d'itinérance. Et ça ressort très fortement que le statut d'immigration est un facteur qui souvent rend les gens inéligibles à ces services-là. Alors, on a fait l'analyse de ça. Et ce qui ressort, c'est que qu'il y a vraiment 4 groupes différents qui ont des enjeux assez différents. Les résidents permanents, qui en principe, ils ont droit à tout, mais ils font face encore à de la discrimination sur le marché locatif, marché de travail, qui joue pour eux. Les personnes qui sont travailleurs étrangers temporaires, que souvent leur logement est lié à leur employeur et ça cause d'autres problèmes s'ils perdent leur emploi et deviennent itinérants. Les personnes demandeurs d'asile qui arrivent ici avec très peu d'argent normalement et très peu de temps pour se trouver un logement. Alors les derniers arrivés se retrouvent comme forcés à prendre les premiers logements qui peuvent se trouver. Et finalement, les personnes sans papier. Alors, on a maintenant une analyse de qu'est-ce qui serait intéressant pour adresser ces 4 groupes différents. Et finalement, on a fait beaucoup de consultations avec des groupes qui font déjà des efforts vers soit l'accès au logement ou bien pour contrer l'itinérance de personnes dans ces groupes-là. Du côté de groupes qui travaillent sur les droits des immigrants, il faut dire que le Conseil canadien des réfugiés a un groupe de travail sur le logement. Ils ont identifié ça à travers le Canada comme un problème grandissant à cause de la crise du logement. Alors, ils sont en train d'explorer des réponses possibles. Il y a aussi des coalitions sur les travailleurs migrants qui regardent les enjeux de logement aussi. Ici à Montréal, il y a le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de la ville Binam qui a des initiatives actuellement qui est en train d'explorer des possibilités de logement social pour les nouveaux arrivants. Et il y a des groupes comme le CSAI, le Carré Saint-Laurent qui sont en train de développer aussi des projets de logement social pour les nouveaux arrivants. Puis il y a beaucoup d'intérêt pour des logements c'est quoi le mot? On l'a dit plein de fois aujourd'hui, de transition. Pour les gens qui viennent d'arriver, pour leur donner le temps de faire la recherche sur le marché locatif pour se trouver un bon logement et pas être pris à prendre la première qui est disponible, qui est souvent les mauvais logements parce que les gens les ont quittés. Alors, sur le côté d'immigration, il y a beaucoup d'actions sur les questions de logement. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une réponse du côté des groupes qui travaillent sur l'itinérance pour s'adapter au fait qu'il y a une augmentation de personnes, surtout demandeurs d'asile, qui se présentent dans leur service. Alors, les gens cherchent à bien se former sur leur particularité en termes de statut d'immigration, leurs besoins, leur trajectoire avant d'arriver
chez eux et surtout aussi d'essayer de contrer ça. Alors, le RAPSIM a une initiative actuellement qui essaie de rassembler les groupes sur ces questions-là. Et on essaie de les appuyer puis augmenter les appels qui sont déjà faits par les groupes communautaires. Je passe à Merci beaucoup et merci à Jim et à Eric pour nous avoir accueillis si chaleureusement à cet événement aujourd'hui. Alors, je vais commencer en vous posant une question, si je peux me permettre, un peu rhétorique. Si vous voulez répondre, allez-y. Et par la suite, je vais changer, avec votre permission, en anglais. J'ai enseigné pendant 4 heures aujourd'hui straight, alors le cerveau est un peu détourné, alors excusez-moi de ma distorsion linguistique. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu des corrections, dans le milieu juridique, pouvez-vous penser à exercer dans une profession, dans votre travail, dans un contexte où la présomption d'innocence n'existait pas? Pour celles et ceux qui travaillent avec les questions de violence contre la femme, l'équité, la lutte contre le racisme, pouvez-vous penser à une société où le droit à l'égalité et à la non-discrimination n'existait pas? Pourquoi est-ce qu'on se contente avec une société ici au Québec où le droit à un logement suffisant n'existe pas? On parle des pratiques, on parle des programmes, on parle des meilleures pratiques, on parle de la preuve. C'est tout très pertinent et important, hein, parce que ça alimente la solution juridique. Mais comme avocate qui exerce en matière de droit de la personne, entre autres, je trouve ça étonnant qu'on accepte dans cette société qu'on travaille sans les balises, sans les fonds juridiques qui donneraient l'appui à chacune et chacun de vous dans votre travail. Anyone can answer, if you have a great answer. I'm going to switch translators, if that's okay. I'm not seeing a hysterical no, so I'm going to switch. So I'm involved with the sort of gender part of this, thinking about violence against women and housing. But we really wanted to switch the paradigm from preventing homelessness, which is kind of the negative, to how do we assert a fundamental right to housing? How do we change this from preventing the negative to asserting a positive framework where we can move forward? And Quebec and Canada has ratified the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, which includes specifically a right to adequate housing. And I was struck when we were listening to the Indigenous panel earlier, when they were talking about, well, it isn't just about affordable housing, it's about services. At the international level, the right to housing includes a whole bunch of aspects. It includes affordability. It includes accessibility. It includes habitability. Those of you in the housing sector will have heard these terms before. It includes access to services and infrastructure. It includes location, and it includes cultural adequacy. These are fundamental components of the right to housing, and I'm missing one, it'll come to me in a minute. There are 7 fundamental components of the right to housing that should be represented in our law. Canada enacted the National Strategy on the Right to Housing in 2019. We need one in Quebec because the jurisdiction over housing is provincial. I mean, it's great that we have this federal law, which requires the government to account for what it's doing. But that really is only the starting point, because we need to have the federal legislation implemented at the provincial level to give traction to what all of you are doing. So it isn't just that there's a law out there somewhere and people do what they want to do. We're in the process of doing some research on what happens in jurisdictions where they do have these laws. And what we're seeing in OECD countries is that jurisdictions that have A, the political will, and B, the legislative structure, and C, preferably something in their charter, are doing way better than we are
5 times better than we are in social housing and affordable housing, significantly better in terms of homelessness. These are things that we need to care about. So these are the things that we've been working on the homelessness side. I was very interested to hear about people, how we all speak different languages. When we came out with our report, which is called in French, c'est la possibilité de réforme du droit au Québec pour les femmes victimes de violences conjugales. It's not a short bumper sticker, but anyway. We were surprised at when we went to speak to people who were housing people, their eyes would glaze over when we kind of veered into violence against women. And when we talked to the people who specialized in violence against women, the reverse would happen. And so we really wanted to work at the intersection of violence against women and housing. And so we put together a team of student researchers. We had a doc on our team. We had Lara Khoury at the Faculty of Law. And we put together a preliminary analysis of where we found that we were falling down on the issue of the right to housing, looking at other jurisdictions. We had a survey done of groups, including refugee groups. We talked to lawyers who were working in the area. We talked to academics, community organizations, and shelters. And we came up with this report that is on the Collectif website with 12 recommendations on the issue of housing and on the issue of preventing violence against women. When the report came out November 25th, we're going to be talking more about the right to housing piece in the later afternoon session, and we're going to be talking about the violence against women piece in the session tomorrow. And we're going to be breaking down what these actual laws would mean when you get them in practice. So when the report came out, we got a lot of we got press across the board on the Francophone and Anglophone press. There was a lot of interest in it, and we've been meeting with députés from all of the parties. We want this to be a multi-partisan issue, not just a stick to bang the other party on the head with. I've got my views about the willingness of this government to move forward on some of these issues, but nonetheless, it does need to be a multi-partisan issue. And so our next phase is really taking these two fundamental anchors, the right to housing, which connects all of us, and figuring out what it actually means in practice for all of us, and then taking the specific ideas that we have around violence against women and making them practicable. And one of the main recommendations, which we'll be talking about tomorrow, is creating a legal structure in Quebec that deals specifically with violence against women to create a complement on the civil law side to criminal law jurisdictions. There are similar laws in half of the provinces in Canada. Some of you may have heard about the Kagan case in Ontario. A woman and her child a child and the father were killed. It was a mutual suicide sort of pact. This was 2 years ago. The Ontario government has finally come out with legislation saying we have to ensure that concepts of coercive control are built into our definitions. If we're going to be talking about prevention, we need to make sure that the courts have the tools in terms of interpreting violence, understanding it, and creating infrastructure like second step housing to make sure that these victims are served early on. It took a long time in Ontario to get that law. We think we need similar legislation here. That's the second piece, and we'll be talking about it in the morning. So again, for those of you interested, I'll try and have some copies of the report available tomorrow, and we're going to be looking at what's going on in other jurisdictions to figure out how we can make these rights real for all of the groups that we've been talking about today. Thank you very much. Thank you, Pearl. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aux autres panélistes. Fantastique. Un beau début. Donc, juste pour vous rappeler, donc, le CQPI a ses 5 groupes de travail, mais on est juste débuté. Hein? On a la vision d'avoir d'autres groupes de travail sur d'autres thématiques. C'est juste le début, mais comme vous voyez, c'est pas évident. Hein? On commence dans beaucoup de ces cas-là, pas à zéro, bien sûr, mais Peter Mackey le disait, Eric le disait aussi, tout ce qui a trait à la recherche dans le domaine de la prévention, c'est qu'on est juste au début. C'est un nouveau chantier. Et franchement, on est tous ici ensemble au début du chantier, qui est très excitant.
Nous aurons donc la chance d'avoir un échange avec des panélistes maintenant. Je vais poser la première question, mais préparez-vous pour, si vous voulez demander à n'importe quel panéliste une question, pour avoir un échange, donc plus de que vous parlez, que vous êtes parlé, que les gens parlent à vous. Je vous rappelle aussi que demain, il y aura des sessions où les gens peuvent tomber en atelier de façon plus profonde dans chacune de ces questions. Vous avez le droit, bien sûr, de choisir l'atelier dans lequel vous aimeriez participer. Okay? Donc, ma question pour vous, pour débuter un petit peu l'échange, c'est un qui m'intéresse beaucoup. C'est le rôle des instances dans la prévention de l'itinérance dans chacun de vos différentes thématiques. C'est une chose qui vous lie pas mal, c'est l'existence d'une instance gouvernementale. Et est-ce que vous avez un mot à dire sur quel rôle qu'ils ont actuellement et qu'ils doivent avoir à l'avenir, justement pour avancer l'objectif commun de réduire l'itinérance via la prévention. Donc, peut-être on va aller dans l'autre sens. Pearl, would you mind maybe starting us off with police, courts, and other governmental institutions that you think should be either more involved than they are now or better funded to do the kinds of things you think they ought to? Alors, je vais répondre en deux temps. Je vais commencer avec le côté juridique et peut-être par la suite avec les instances qui traitent directement avec les femmes victimes de violences. Alors, du côté du droit au logement, permettez-moi de souligner le fait qu'en principe, dans un système qui respecte la primauté de droit, les instances ne peuvent pas agir à moins qu'ils soient autorisés de le faire. Alors, pour que les instances s'occupent du droit au logement, il faut qu'il y ait quand même une énoncé dans notre système juridique, et là je parle de la Charte des droits à la liberté de la personne, qu'il y a un droit au logement qui est instauré dans notre charte au Québec, primo. Secondo, je pense que le gouvernement du Québec, pour faire la suite de ce que je viens de dire, devrait adopter une loi pour créer une stratégie nationale qui oblige le gouvernement du Québec d'avoir une reddition de comptes par rapport à ce qu'il a fait de façon régulière et de protéger les gens contre les questions d'éviction, par exemple, les choses fondamentales, les gens qui sont sans abri. Il faut avoir des cadres juridiques pour protéger les gens pour les situations qui génèrent une obligation d'agir de façon immédiate. Okay. The second question has to do. I'm switching. The second question has to do with violence against women. As many of you know, during the pandemic, the amount of violence against women significantly increased, and shelters like the ones that I'm involved with have become really overwhelmed by the nature of the demand, which has been exacerbated by lack of immigration status, mental health issues, and so on. On the access side of the housing equation, we think that there needs to be a significant increase in access to secondary housing as part of the government's obligations with regard to adequate housing for this vulnerable subgroup. Increasing access to secondary housing ensures that women have access to infrastructure and services, wraparound services that ensure that they remain secure, particularly in the year following their split with their partners, which remain the most dangerous years. So access to secondary housing is a big one. Making sure that those services are available through the new specialized court system at the time of the intervention of the police and then the courts, as they historically have been in Montreal through the municipal courts, now in the specialized court system at the Cour du Québec. Those services should be part of a housing framework. And so from the court's perspective and the police perspective, we think that these are fundamental. We also think that the lack of accessibility of fundamental
financial assistance, including access to low-rent housing supplements and including access to certain types of social housing need to be improved in order to make sure that people have access to them regardless of their precarious immigration status, provided that they're residents of Quebec, which is not currently the case, and that we need to eliminate the current restriction on access to financial assistance if the person, in our case the women, are receiving child supplements or child allowances. Right now, that money is included in their eligibility criteria. So this touches virtually every single aspect of society. And again, if you have an overarching right to housing that can chapeaute, I'm sorry, translators, that can chapeaute all of this, then I think you're going to have a much clearer angle within which to require governments to behave and to make sure they're providing necessary services. Thank you. This isn't going to be my personal answer, but still, we have to build more social housing and have better income security across the board. Everybody needs that. That's the background. We need that. But specifically in terms of immigration issues, the place where I would start on the provincial level would be a transversal look at housing support programs and eliminate immigration status as a barrier to accessing them. There's the issue of excluding, for example, asylum seekers, foreign workers, people who haven't been here 18 months from quite a few programs. And we know that in the long run, the majority of these people, even with temporary status, will end up staying in Canada and Quebec permanently. It just hurts everybody to be excluding them from housing support programs in the short run. At the federal level, I think we have a real crisis right now in the way that the Immigration, Refugee and Citizenship Canada Department is handling immigration cases. The delays are so long that refugee claimants wait more than a year sometimes before they get a work permit is completely ridiculous. Foreign workers that are dealing with abusive work, employers have a difficult time getting open work permits. Undocumented people have very few pathways to regularization. All of these things contribute to their vulnerability to homelessness and just vulnerability to exploitation in general. And it's just gotten worse since COVID. So I think at the federal level, there really needs to be reinvestment in the processing capacity of IRCC. And again, if we go back to the big level one, we need to change the immigration system to not keep so many people in precarious statuses for so long. But that's the bigger picture. I'd say probably maybe the first one is to, and a really good a recent example, Marie-André, elle parlait du, actually, sorry, I'll stay, was speaking to the interministerial plan to action plan regarding homelessness that came out in 21. So that was a superb example of government listening to its passionate actors within its ministries, civil society, and coming out with an action plan, which is the first action plan actually I've seen and heard that generally had a lot of acceptance. So it was really well thought through. On the flip side, there was a recent reorientation of financing by the City of Montreal, whereas for probably 15 years now, the city was financing direct intervention to homeless citizens by community organizations. And there was a decision to reorient that financing, which the city is definitely within its rights, to work more on cohabitation issues and activities affecting all stripes of society. Well, the only caveat here is that, just if I look at our organization, this decision has affected 5 frontline workers. And I know of about 10 organizations that were affected, of which some of them are in this room. So that's an example where there's two bodies, the city
and the CIUS, because the city is saying this is the CIUS's responsibility, but there didn't seem to be a conversation, or not one that we were aware of. So this is an example where if everybody's talking together, prior to making these decisions, to ensure that the funding, to understand the repercussions, and to ensure that the funding would pursue, that would alleviate an enormous amount of stress for the community organizations. And needless to say, should we not be able to find funding, when removing, I don't know how many, 20, 25 frontline workers, you can just imagine what's going to happen to cohabitation. So there's two examples where we had some very positive outcomes, and one where I'd say communication was absent, and the outcomes are less positive. Probably the next one would be to focus on low-hanging fruits. So when I look at the recommendations that came out of our working group, I think it's just kind of human nature. There's some of those recommendations. I'd say leur portée, the scope it's going to take a lot to put them into place. But there's a lot of things that can be quite simple. Like, just for example, when somebody goes into prison, if X number of weeks pass that their social worker or their health worker with the CIUS, if they haven't heard from them, their file is closed. And it takes a lot of time once they get out of prison to reactivate that file. So that would be an example where just extending the duration of absence of communication could alleviate a lot of problems when people leave prison, for example. Another one, and this is in line with affordable housing, like, when I look at the home I own today, I could never afford to buy that home. I fortunately bought it 10 years ago. But in the community sector, where there's deep expertise and knowledge in developing community, social, and affordable housing, well, there's currently, just over the last 5 years, $4 billion of value has occurred on those properties, but currently the laws do not allow these organizations to capitalize on their capital to develop new housing. So just a change in law, but a change in law could give access to an enormous amount of capital to organizations that have the expertise and have the will and the desire to develop all the housing that we speak to. I have many other examples, but I guess probably the next one I would go to is that when I look at the recommendations from our group and from the other groups, generally speaking, they touch multiple ministries. So if we're like anything, if we want to make it easy for our governments to make decisions, people are generally risk adverse. So something that we could put in place is that in every ministry, if there was a representative that had a direct line to somebody in authority, to a decision maker, that would identify recommendations and would work with the other ministries to pilot those recommendations with the community sector and with experts that have lived experience. This is a very could be a very effective means of identifying, again, low-hanging fruit within our recommendations, piloting them, getting proof of concept, and making it easier for decision makers to make the needed decisions. Pour tous dans la salle, un CIUS, on dit juste le CIUS, c'est le ministère de Santé dans sa forme régionale, si vous voulez. Peut-être qu'il y a d'autres définitions, mais for everybody, just a CIUS is the Ministry of Health's service agency in each region. So,
I'm just trying to translate for art, so it's a little bit there. Il y a beaucoup de choses à dire, point de vue institution et... Oui, tu veux? Pas trop 2 long. minutes? Pas trop long. Parfait. OK, merci. Il la y a faute beaucoup de d'Art. choses à dire, mais j'en ai Ouais, voilà. choisi 2. La première, ce qui est évident, c'est la protection de la jeunesse. Évident. 50%, plus de 50% des jeunes qui sont en situation d'itinérance sont passés par les services de protection de la jeunesse. Mais inversement, puis ça c'est un chiffre qui me terrifie à chaque fois, au Québec, il y a 1/3 des jeunes qui sortent de protection de la jeunesse qui vont vivre de l'itinérance dans les 3 ans qui suivent. 1/3. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe sur la transition à la sortie de la protection de la jeunesse. C'est exactement, qu'est-ce qu'on a appelé ça? C'est pas crisis intervention, c'est, comment elle s'appelle? Juste avant. Mais n'empêche, ça fait 2 ans que le rapport de la commission Laurent est sorti, donc la commission sur les droits de l'enfance et la protection de la jeunesse. L'année dernière, c'était pas dans le projet de loi d'offrir des soutiens après la sortie à des jeunes. C'était recommandé par la commission, mais ce n'était pas dans le projet de loi. Ça a pris un collectif de jeunes ex-placés qui sont allés parler directement au ministre pour pouvoir rentrer ça dans le projet de loi. Et la loi, elle est entrée en vigueur mercredi dernier, pas hier, la semaine dernière. Donc là, il faut continuer à suivre ça, s'assurer que c'est bien mis en place, qu'il y a vraiment des soutiens et que ça serve à quelque chose. Parce que grosso modo, des jeunes, ils sortent à 18 ans avec littéralement 2 sacs poubelles. Ils arrivent au mieux dans un logement communautaire, même chez nous, et c'est bye bye, bon anniversaire, mais ils n'auront pas grand-chose dans leur bagage avec eux. Mais moi, ça me permet d'introduire juste la suite, c'est que j'ai parlé de prévention en amont, puis j'en reparlerai. Mais là, quand on a fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on a fait un forum, en fait, à la Coalition Jeunes Plus en novembre 2021, et on s'est penché sur les 10 droits dont je vous ai parlé. Et pendant ce forum, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont exprimés, non pas sur la transition, mais sur le placement, et sur même avant le placement. Puis je vais vous le lire. Reconnaître le savoir expérientiel des jeunes, les écouter, leur redonner du pouvoir, les inclure dans la définition et l'amélioration des services, ne pas juger les comportements mais prendre en compte les traumas, appliquer la réduction des méfaits, comprendre les besoins des jeunes issus de la diversité, travailler sur l'affiliation sociale, permettre des expérimentations, offrir des expériences normalisantes, y compris l'accès aux services en dehors des milieux de placement, offrir du soutien aux familles, accompagner les jeunes dans leur scolarité. Ils sont très sous-scolarisés, les jeunes, quand ils sortent. Violence institutionnelle aussi, de travailler là-dessus. Et évidemment, avant ça, puis c'est aussi recommandé par le rapport Laurent, c'est de travailler en amont avec les familles pour que les familles aient plus de moyens, de ressources pour pouvoir élever leurs enfants en dehors de la protection ou avec l'aide, mais sans placement. Mais je veux pas. Le deuxième système qu'on veut toucher, puis j'en dirai juste un mot, parce que ça tient vraiment à cœur à la coalition, puis à Mélodie qui est là, c'est le système de l'éducation. Au fond, 100% des jeunes qui sont là ont été dans des familles, mais 100% des jeunes sont aussi passés par l'école, passent par l'école. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la stigmatisation, permettre l'aide, permettre l'intervention de crise? Donc ça, c'est le deuxième système, et on a vraiment du mal à s'asseoir avec eux. Il y a des initiatives à droite, à gauche, des écoles à Verdun, à Montréal, qui sont extraordinaires, mais n'empêche qu'il faut aller parler avec ces écoles-là et avec le ministère de l'Éducation en général. Merci Cécile. Je vais me limiter à parler, I'll switch to English. I'll limit myself to speaking about people who leave psychiatric hospitals or psychiatry departments and who have no home to go to. It's often said that our system is characterized by a functioning in silos, and this is one instance where that's fairly clear. We do have assertive community treatment teams, des équipes SIM. We do have des équipes de soutien d'intensité variable for people with mental illness. And we also have des équipes SRA
for people who are being helped to access housing and remain in housing. But there is currently no mechanism to ensure that when someone is released from a psychiatry department or a psychiatric hospital, they are not going to go into homelessness. That is something that could be put into place. Critical time intervention has been mentioned earlier as one possible modality. For some people, what will be sufficient is to accompany them back into the community where they can be followed by an assertive community treatment or an intensive case management, SCV, kind of team. For other people, a more long-term follow-up by an SRA team, which is specialized in people who've been in chronic homelessness, would be more appropriate. But one way or the other, some kind of mechanism to ensure that the person receives this accompaniment and ends up housed, in principle, could be put in place. But of course, it would require more funding, ultimately for housing as well as for the SRA, SC, or SIV teams. Merci, Eric. Thank you, everyone. Thanks, fantastic responses. Over to you guys. So we've got the two mics. If you have questions for the panelists, please feel free to line up. Just an observation as you're doing that. You know, we're talking about some really tough stuff here, but we shouldn't forget what, like right now, the institutions that serve us here in Quebec and elsewhere, while generating homelessness, as we've heard, also succeed in preventing homelessness every day. Most people who are, a very good number of people who are homeless have mental illness, but most people who have mental illness are not homeless. Like, it doesn't work both ways. That means something is working that you can build on. And I think there is a glass half full here to some degree, if we think about it. But how do we make sure that all people coming out of institutions are explicitly helped if they're at risk of homelessness, so that they don't find themselves in institutions like ours? So, please. Bonjour. Ma question serait pour Monsieur Latimer. Au niveau de la santé mentale, mon nom c'est Joanne Cooper, je travaille dans une auberge du cœur depuis bientôt 35 ans. Je me demandais, parce que c'est quand même intéressant, vous travaillez au niveau de 3 domaines spécifiques, si on veut, les TPL, les traumas crâniens, et puis l'accumulation compulsive. Moi, je voudrais que je travaille spécifiquement avec 2 d'entre eux, TPL, traumas crâniens et plein d'autres choses. On travaille avec des 18-25 ans. Depuis des décennies, on a vu augmenter énormément les problématiques en santé mentale. Je vous dirais que présentement, on en est à toujours entre 85 et 90% des jeunes qu'on accueille chez nous qui ont une problématique en santé mentale. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez à un moment donné que vous allez travailler sur l'accessibilité aux soins en santé mentale? C'est extrêmement difficile. Je comprends qu'il y a des équipes spécialisées, SRA, SIV. Je crois quand même qu'ils touchent un nombre très restreint de personnes. Pour tous les autres, il n'y a pas d'accessibilité, c'est extrêmement difficile. Ces gens-là sont un peu laissés à eux-mêmes, entrent à l'hôpital, sortent, réentrent, le syndrome des portes tournantes. Alors, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. Et en même temps, si on va vraiment en amont, je crois qu'il y a toute la partie de la médicalisation des problèmes sociaux qui entre en compte. Moi, quand un jeune m'arrive chez nous avec un Ziploc, pas le petit, là, le grand, plein de médicaments qui ont été donnés par un médecin en médecine générale qui n'est pas capable d'avoir de rendez-vous avec des psychiatres ou des thérapeutes, je me dis c'est très difficile de travailler à ce moment-là à une réinsertion quand les services ne sont pas là. Donc, je crois que l'accessibilité, c'est quelque chose. Et l'accessibilité universelle, là, pour vraiment tous les gens qui en ont besoin,
parce que c'est pour moi un énorme facteur de risque de se retrouver en itinérance pour tous. Oui, merci. Écoutez, je ne peux pas être en désaccord avec vous. C'est clair que l'accessibilité aux services de santé mentale est un manque qui touche non seulement les jeunes, mais la population en général. On en parle très souvent. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Quant à l'enjeu des médicaments, c'est tout un autre enjeu. Une étude menée par des chercheurs associés avec le Cyrano récemment rapportait que la prescription de médicaments tels que le Ritalin tend à être plus fréquente chez les enfants plus jeunes dans une classe que chez les enfants plus âgés. Dans la même classe, systématiquement. Ce qui veut dire qu'on surdiagnose le TDAH, entre autres. Donc, oui, je crois que, d'une part, on a sans doute besoin de plus de ressources en santé mentale en général. Et la Commission de la santé mentale du Canada se préoccupe beaucoup de cet enjeu, essaie de mesurer le pourcentage des dépenses en santé qui vont à la santé mentale et qui considère avec des comparaisons internationales qu'on est en deçà. On est à peu près à 7%, on devrait être plus comme, je crois, 9% pour être dans la norme internationale. Mais d'un autre côté, je crois aussi qu'il y a place à une certaine rationalisation dans notre système actuel. Comme par exemple, on voit c'est au moins 11% de la population qui est sur antidépresseurs, alors que les antidépresseurs sont censés être plus comme un médicament qui, en général, va permettre à une personne de pouvoir suivre une psychothérapie qui, en principe, va donner les résultats à plus long terme. Mais beaucoup de gens restent sur les antidépresseurs plus ou moins indéfiniment. Il y a beaucoup qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement actuel du système de santé mentale, mais je crois aussi très certainement qu'on bénéficierait à augmenter les dépenses en même temps et à rendre la psychothérapie accessible à la population générale de la même façon que la prescription d'antidépresseurs par le biais de médecins généralistes. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour. Merci pour vos partages. Ma question s'adresse à l'ensemble des panélistes. La question du logement, le droit au logement ou le logement abordable est quand même transversale là, dans ce que vous avez nommé. Je me demandais si, dans vos différents groupes, vous aviez aussi abordé la question du déterminant qui est le revenu, en lien avec la prévention de l'itinérance, soit revenu ou la répartition des richesses. Puis on peut penser à des politiques à différents niveaux, là, mais incluant les politiques fiscales. Merci. Just checking. Merci beaucoup de la question. Écoutez, c'est là où c'est là la question primordiale, parce que quand on parle du droit au logement, l'obligation juridique est une obligation de réalisation progressive. Alors, on s'entend que tous ces programmes-là ne peuvent pas être mis en œuvre d'ici demain matin. L'obligation sur le gouvernement non seulement de créer les logements, mais aussi de s'assurer que les logements sont abordables, relève de la question de l'aide financière et l'accès au programme de supplément de loyer, entre autres, n'est-ce pas? Alors, il y a les deux côtés de la médaille, et l'important, c'est que pour ce qui est du côté de l'aide financière, évidemment, primo, les montants sont beaucoup trop bas en ce moment. Au Québec, par exemple, le montant d'actifs au-delà duquel on n'est plus admissible au programme, et pour une personne seule, je pense que c'est 887 $. En Colombie-Britannique, c'est 5 000 $.
Alors, on comprend que même si on parle d'un droit à l'égalité au Canada, on est vraiment, vraiment aux côtés presque de la pauvreté ici. Il faudrait aussi regarder ce que Jill a souligné tout à l'heure concernant l'accessibilité des personnes qui ont un statut d'immigration précaire, de changer leur accessibilité, leur accès, aux revenus par rapport aux programmes sociaux qui existent. Alors, quand on parle du droit au logement, on parle des deux côtés, non seulement les logements physiques, mais aussi les programmes sociaux qui font en sorte que les personnes puissent aborder le logement. Alors, ça, c'est le premier point. Pour votre deuxième point sur est-ce qu'on regarde les revenus, les budgets du gouvernement, comment est-ce que l'obligation juridique, c'est que le gouvernement devrait investir dans, entre autres, le logement adéquat et de prendre les mesures raisonnables le plus vite possible en utilisant les ressources maximales qui sont disponibles. Alors, on comprend que, on l'a discuté pendant l'heure du lunch, le gouvernement du Québec a dépensé 58 millions de dollars pour faire une étude sur la faisabilité d'un lien entre la Ville du Québec et le Lévis. 50 millions de dollars. Alors, on parle de nos 5 personnes qui seront, peut-être dont leur emploi sera mis en précarité à cause des coupures budgétaires. Si on regarde les budgets d'emblée, où est-ce qu'on dépense l'argent? Quels sont les choix qui sont faits? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que le gouvernement soit responsable pour leurs choix de manière non seulement politique, we'll vote them bums out of office en 4 ans, mais aussi sur un plan de juridique, ils sont obligés de faire une reddition de comptes de manière transparente. On parlait beaucoup de la participation des groupes concernés. Cette obligation-là comprend la participation des personnes concernées dans l'élaboration des politiques qui leur regardent. C'est un principe de base. Et actuellement, quand on voit les coupures budgétaires et ainsi de suite, il n'y a aucune responsabilité pour ça, sauf la politique en 4 ans. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer à ce que le gouvernement soit responsable pour les choix? Et on prétend qu'en regardant d'autres juridictions, qu'il faut avoir non seulement les bases juridiques, mais aussi le groupe comme les vôtres qui sont capables de dire, écoutez là, c'est pas juste que vous n'avez pas progressé, vous avez régressé. Et ça, c'est une violation fondamentale de leur obligation vers le grand public. Prochaine ministre de Justice, Madame Elidez. Oui, oui. Sur le revenu, il faut penser à un vrai revenu. Je voudrais juste citer le cas d'Alexandre qui est apparu à la commission Laurent, donc un jeune ex-placé qui a raconté sa transition. Sa transition, c'était à l'époque dans le plan de lutte contre l'itinérance, il y avait assuré que chaque personne qui sort de la protection de l'enfance va avoir accès à l'aide sociale. Et lui, il dit, finalement, c'est la chose qu'on m'a donnée. J'ai eu accès, on m'a préparé à avoir l'aide sociale. C'est tout ce que je vaux, l'aide sociale. C'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est un revenu qui permet de vivre, de se développer, et pas juste ce revenu-là. Puis juste un dernier point, il y a aussi la question de salaire minimum. On vient de finalement passer le seuil de 15 $. C'était la campagne pendant 10 ans. Les personnes disent que c'est une victoire maintenant, parce que maintenant c'est rendu, il faut 18 à 20 $ pour que ça soit comme un salaire décent pour se payer un loyer, puis la bouffe, puis toutes les autres choses qu'on a besoin. Alors, il faut aussi que les gens qui travaillent à temps plein puissent vraiment, réellement payer ce qui est nécessaire. Oui, beaucoup d'initiatives de nature comme prévention universelle. Hein. Donc, merci beaucoup de la question. D'ailleurs, juste dans le domaine judiciaire, je pense que correctionnel, ça prend au moins quelques semaines avant qu'une personne, un ex-détenu, soit éligible pour recevoir son bien-être social aussi. Donc, pendant quelques semaines, en sortant du milieu carcéral, il ou elle fait quoi? Hein? C'est ça ce qui se passe. Jessica. Oui, bonjour. On parle des précarités et il y a quelque chose qui
qui trotte dans la tête depuis longtemps. On parle plus actuellement dans une période plus difficile financièrement pour beaucoup de gens, particulièrement ceux qui sont au salaire minimum, justement. L'enquête des crédits. En fait, la plupart des propriétaires vont demander une enquête de crédit. Et ce n'est pas parce qu'une personne a la misère à payer sa carte de crédit quand on manque d'argent, c'est souvent là-dessus qu'on va aller pour ceux qui en ont. Puis l'obtention d'une carte de crédit, c'est facile. Donc, par la suite, ça va suivre beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as une dette dans tes autres comptes que tu es un mauvais payeur de loyer, parce qu'en général, c'est une des choses qu'on protège le plus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les propriétaires, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est absolument à tout le monde demander une enquête de crédit. Donc là, ça limite beaucoup les possibilités aux gens, de façon générale, d'avoir accès d'un côté. Puis je voulais aussi, donc je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et l'autre question par rapport à la santé mentale et l'accès aux soins, moi, je pense qu'il faudrait aussi, je n'ai pas beaucoup entendu parler, ou je n'ai pas entendu parler de toxicomanie au niveau de la prévention en itinérance. Et je crois qu'il y a d'un côté la difficulté à obtenir des services en santé mentale, mais il y a aussi le problème que la toxicomanie et la santé mentale ne se parlent pas beaucoup. Donc, les personnes vont être traitées selon les difficultés de façon séparée. Donc, il faut que je traite d'abord ma toxicomanie, mes problèmes d'addiction, puis après, je vais être soignée au niveau de la santé mentale et vice-versa. Donc, ça, là aussi, je pense qu'il y a une incohérence qui, sur le terrain, nous empêche un peu d'avancer. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Juste quelques commentaires. Merci, Jessica, qui est d'ailleurs co-directrice du groupe Santé mentale. En ce qui concerne l'enquête de crédit, puis ce resserrement de l'accès aux appartements. Oui, c'est sûr, ça fait partie de ce qui a besoin de changer pour qu'on puisse loger beaucoup de personnes qui sont actuellement à la marge. Il y a sans doute diverses façons d'aller dans ce sens-là qui sont plus ou moins politiquement réalisables. On voit des sociétés en Europe où il y a un beaucoup plus grand parc de logements qui sont qui sont du logement social, où les loyers sont plus contrôlés, où l'accès est plus grand. Par exemple, l'exemple le plus évident, c'est celui de la Finlande, où il y a presque plus de personnes itinérantes. Donc, il y a moyen de corriger ça, oui, mais c'est difficile, comme beaucoup de ce qu'on essaie de faire ici. Ensuite, ta deuxième question portait sur le traitement intégré. En fait, effectivement, c'est quelque chose qui est observé depuis longtemps, qu'on tend à avoir, c'est un exemple de silo, le traitement des problèmes de santé mentale d'un côté, le traitement des problèmes de toxicomanie de l'autre. On sait que c'est plus efficace d'intégrer les deux traitements. Et il y a des manuels qui existent depuis, je crois que ça fait 20 ans, là, Kim Muser a publié son manuel sur le traitement intégré alcoolisme, toxico et santé mentale. Et il y a des exemples, à Montréal en tout cas, de ce genre de traitement qui existent, mais ce n'est pas très généralisé. Donc, on pourrait faire beaucoup mieux dans ce sens-là, je suis absolument d'accord. Et voilà, on est fini, il est moins quart. Donc, merci beaucoup à vous, merci beaucoup aux panélistes de vos belles présentations. Et maintenant, on a une autre bonne pause. Prenez un autre café, étirez-vous. Quand vous revenez, il y a juste un petit panel, puis ensuite, on va prendre un verre de vin ensemble.